Salut, c'est Guillaume Canet. Eh bien sûr, évidemment. Mais bonjour à tous, enfin, quand même, s'il vous plaît. Non mais, on est où là? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume aujourd'hui. C'est l'avant-dernier épisode. Vous vous rendez compte? C'est l'avant-dernier. Vous allez écouter quoi maintenant? Alors je vais dire le matin, mais bon, enfin, je sais qu'il y en a qui nous écoutent le matin, d'autres le soir, mais bon, vu que l'horaire des épisodes est très aléatoire, pour preuve, le dernier épisode qui est sorti hier pour vous, euh, je l'ai enregistré il y a littéralement 6 heures. Voilà, ça n'a pas de sens. Écoutez, aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode, c'est le dernier épisode où on va parler de beaucoup, au moins plus d'un film. J'ai aussi redécouvert le plaisir de manger en fait, parce que c'était un truc que j'avais oublié sur les derniers jours, c'est qu'en fait je prenais juste des chocolatines, et oui je dis chocolatines car je suis du sud. Je prenais des chocolatines, je prenais des chips, mais en fait c'est possible de manger autre chose en termes d'alimentation, et c'est vachement bien en fait. Voilà, petit tip, si vous êtes à Cannes ou même ailleurs, manger c'est plutôt pas mal, personnellement je conseille. Donc aujourd'hui, pour cet avant-dernier épisode, en vrai c'est un gros épisode donc faut pas trop que je perde de temps. Je vais vous parler de deux films, à savoir Ghost Cat Anzu et La plus précieuse des marchandises. Ensuite je vais vous parler de la rencontre avec George Lucas et je vais finir par une sorte de tour de table avec mes colocataires pour vous parler de nos envies et pronostics concernant le palmarès de ce 77e festival de Cannes. Alors on va commencer tout de suite sans plus tarder avec Ghost Cat Anzu de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita. Alors, ça nous raconte l'histoire d'un père et d'une fille qui sont du coup une famille monoparentale due à la suite au décès de la mère. Et en fait, ils vont déménager à cause des dettes du père auprès du grand-père, de ce que j'ai cru comprendre. Et finalement, le père va partir pour aller régler ses dettes et la fille va rester dans une sorte de temple pour le temps que son père règle ses dettes. Et elle va être prise sous son aile sous son aile, plutôt sous sa patte, ou là, par un chat, une sorte de chat fantôme. Mais tout le monde le voit et il passe pas à travers les murs. C'est juste que c'est un chat qui a notre taille et qui est là depuis, mais qui ne va jamais mourir selon ce qui est dit. Alors c'est un film que je voulais voir quand il est annoncé parce que c'est un film d'animation avec un chat. Donc voilà, j'adore les chats, ça c'est un truc que j'ai pas dit lorsque j'ai parlé de Flo, hein. J'ai dit que c'était trop mignon et que c'est super, Flo c'est trop bien, mais j'adore les chats, genre vraiment, donc déjà je suis pas objectif dès qu'il y a un film qui est basé sur un chat, voilà. Ceci étant dit, j'ai vu Gamin le royaume des chats, je ne m'en souviens quasiment plus, mais je suis sûr que ce serait un de mes Ghibli préférés, c'est une certitude. Bref, j'avais envie de le découvrir, et en fait la plupart des gens qui l'ont découvert avant moi m'ont dit, tu verras c'est très enfantin, c'est pas fou, et en plus il y a pas mal il y a des blagues type pipi caca et des blagues de paix. Bon, j'avoue, ça m'avait un peu refroidi. Mais j'y suis quand même allé parce qu'il y avait rien de mieux à cette heure-ci et que c'est un film d'animation avec un chat, ça se refuse pas. Et finalement, j'ai passé un agréable moment. Alors ça, c'est vraiment sur plein de films là ces derniers temps. On m'a dit du mal, je suis allé le voir, j'ai bien aimé hein, Marcelo Mio et tout ça. De toute façon, vous avez peut-être pu le remarquer si vous êtes là depuis le début et je vous remercie, c'est le cas. Ici, c'est le podcast des gens qui aiment bien les films. C'est que vraiment, il y a très peu de films que j'ai pas aimé et si j'ai pas aimé, j'en ai peut-être pas parlé à part Motel Destino. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos chats. Je suis en pleine forme, il est minuit 30, ça n'a pas de sens. Du coup, oui, en fait, moi ce qui va m'intéresser à travers ce film, c'est qu'il y a un thème qui, me parle fois 1000, c'est le thème du deuil. Alors, c'est pas quelque chose qui va aborder de manière directe, ou en tout cas qui va pas aborder de suite, mais ça raconte quand même l'histoire d'une famille monoparentale. La mère est absente, et la notion du deuil et de la redécouverte de la mère va s'imposer un moment à un autre. D'autant plus que, comme je viens de vous le dire, c'est un chat fantôme. Donc, il y a moyen de pouvoir parler avec les esprits, à faire des rencontres. Et c'est vrai que tout le dernier acte qui est basé sur la redécouverte ou la re-rencontre avec la mère, je le trouve plutôt joli. Après, il y a un truc, c'est que à la fin, je vois que le film, alors je dis pas qu'il veut faire du pathos, mais veut aborder avec une certaine sensibilité ce sujet, mais ça m'a pas plus embarqué que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'histoire belle, mais sans plus. En ce qui concerne le reste, c'est un film, comment dire,
Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est pas désagréable pour autant. On va suivre cette jeune fille qui va découvrir un petit peu les lieux où elle est, et en parallèle, on va suivre un petit peu la vie de ce chat et les différentes interactions, les différentes rencontres qu'il va faire. Et bon, ça va créer forcément du décalage, notamment parce que ce chat, il arrive et quand il voit quelqu'un au loin, il dit Hey, salut Michel. Voilà, il a ses petites habitudes, il est sur sa petite moto, il se fait arrêter par la police parce que c'est un chat qui conduit, mais surtout il a 30 ans et il a pas de permis. Bref, il y a ce genre de trucs qui sont un petit peu absurdes, qui sont extrêmement assumés par le film. Et c'est assez agréable. Donc, c'est pas un film révolutionnaire, mais ça se regarde. Et en plus, il y a ce dernier acte qui va prendre un peu plus de profondeur, qui va essayer de vraiment raconter une histoire et y mettre des sentiments que je trouve plutôt jolis, que je trouve assez bien amenés. Concernant les blagues de paix, en vrai, il n'y en a que deux dans le film, donc vraiment, je trouve ça abusé de limiter le film qu'à travers ça. Non, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est surtout en fait, c'est si vous aimez les chats, les gros chats, voilà, c'est un film autour d'un chat qui conduit une moto et qui va essayer de s'occuper tant bien de mal d'une fille qui est à ce moment-là un petit peu orpheline. Il y a ensuite tout un truc autour de la spiritualité, des autres animaux fantômes. C'est un film un petit peu folklorique. C'est un film que je pense que je vais assez vite oublier, hein, d'ici 2 semaines. Je pense que je serai passé à autre chose. Mais sur le moment, ça m'a fait passer un agréable moment. J'ai bien rigolé à certains quand il fallait rire. J'étais touché quand il fallait être touché. Non, vraiment. C'est pas un film sur lequel j'ai beaucoup de choses à se dire. Ah si, peut-être, oui. C'est un truc qui m'avait marqué. C'était la seule note que j'avais prise durant le film. C'est au niveau de l'animation. Il y a quelque chose que je trouve assez bizarre, c'est l'animation des humains. Alors, de ce que j'ai compris à travers le générique, il y a eu des prises de vue réelles. Donc j'imagine qu'il y a de la rotoscopie. Quasiment tous les films d'animation 2D font de la rotoscopie, mais ils essayent de la cacher. Là, je trouve qu'ils n'essayent de pas de la cacher, mais il y a un côté très saccadé parce qu'en fait ça reste sur du 12 images secondes et donc il y a quelque chose de assez bizarre au niveau de l'animation des humains et quand tu le repères une fois t'as du mal à t'en détacher et c'est mon petit bémol à travers le film, c'est vraiment que l'animation je la trouve pas tenue jusqu'au bout. C'est bizarre à dire mais j'ai deux trois petits problèmes avec l'animation, mais à part ça bon film, voilà. C'est un film de la quinzaine, donc il y a des chances qu'il repasse lorsque les films de la quinzaine seront présentés. Mais voilà, si vous avez l'occasion, si vous n'avez rien et vous aimez les films avec les chats, ça devrait vous plaire. Nous allons continuer avec une rencontre. C'est la première fois que je fais une rencontre au Festival de Cannes, et pas la moindre, puisqu'il s'agit tout simplement de la rencontre avec le papa de Star Wars. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais j'ai un t-shirt Star Wars avec moi et Didier Alouche. Et oui, ce cher Didier Alouche dont je vous avais parlé pour les studios Ghibli. C'était pas précisé hein, que c'était la rencontre avec Didier Alouche, hein, c'était juste George Lucas. Mais évidemment aussi papa d'American Graffiti de THX 1138. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on pouvait espérer en y allant? Alors déjà, est-ce qu'il avait vraiment envie d'être là, George Lucas? Parce que c'est vrai que son apparition sur scène, et en plus il est resté genre... Alors, vous pouvez pas me voir physiquement, mais c'était vraiment debout, les bras le long du corps, et il ne bougeait pas, il regardait un petit peu le public, mais il était ailleurs, et la sensation que ça donnait, c'est qu'il avait pas trop envie d'être là, je pense. En plus, il a 80 ans, le pauvre, donc il commence à se faire un petit peu vieux. Donc, j'espère que ça va, j'espère que, surtout que j'ai vu qu'il avait fait plein d'interviews, alors je sais pas si c'était avant ou après, mais c'est quelqu'un qui, du coup, a dû être bien occupé durant cette journée-là. Mais ouais, c'est vrai que c'était assez bizarre de le voir un peu, pas perdu, mais bon, voilà, il n'était pas à 100% là. Il n'empêche que c'est quand même quelque chose de voir de ses propres yeux George Lucas, parce que c'est une légende, et que oui, il a fait d'autres choses à part Star Wars. Bien sûr qu'il a fait d'autres choses à part Star Wars. Mais il a fait quand même Star Wars, quoi. C'est quand même ça doit être la saga de films la plus connue de l'histoire, et Dark Vador doit être le personnage du cinéma le plus connu de cet art. Enfin, c'est quand même un immense monument, je pense. Bon, c'est pas la peine de rester là-dessus, tout le monde le sait que c'est un monument, mais c'est quand même fou de se dire, ce type est en face de moi, et je l'entends parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors déjà, sachez que la conférence, la rencontre, va être disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Festival de Cannes. Donc, vous pouvez retrouver. J'ai pris quelques notes. Alors, le truc qui était aussi un petit peu dérangeant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'interventions et de questions qui sont des sortes de réponses que tu pourrais avoir sur Wikipédia, sur
comment il est devenu cinéaste, qu'est-ce qu'il a fait avant, c'était quoi ses passions, tout ça. C'est quelque chose qui revient quand même, sur lequel il est revenu. Des fois d'ailleurs, il ne répondait pas aux questions ou il ne comprenait pas. Ou ce qui était marrant, c'est qu'à un moment, Didier Halouch lui fait parler de ses premiers films, notamment d'American Graffiti. Et dès qu'il se branche sur Star Wars, Lucas continue de lui parler d'American Graffiti. Il était pas forcément du plus entrain à répondre aux questions. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a un truc sur lequel il est revenu pas mal de fois au tout début, c'était au niveau de la forme du cinéma, de comment il s'est mis à faire du cinéma. Il a beaucoup parlé des courts-métrages, et j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel il est très attaché, voire il est encore attaché. Et en fait, il a expliqué que lui, son objectif, fut un temps, c'était de faire du cinéma par tous les moyens, et de n'importe quelle forme que ce soit, et notamment le court-métrage. Qu'il avait zéro budget, ou alors il avait pu avoir une bourse, et hop, bah tu sais quoi, je fais un court-métrage, je m'entraîne. Et c'est comme ça qu'il a rencontré d'ailleurs Francis Ford Coppola. C'est à travers ces différents cette émulsion de court-métrage et cette envie de pouvoir faire du cinéma. C'est un des premiers messages, bon de toute façon ça fait partie des trucs qu'on te dit, mais c'est cool de le rappeler, de dire ok d'accord il y a des longs métrages et oui c'est ce que tu vois au cinéma, mais il n'empêche que le court-métrage c'est quand même une forme du cinéma qui est super cool, qui est aussi une des plus libres et sur lequel tu fais grave tes armes et c'est important de passer par le court-métrage. Et donc ouais c'est cool quand tu vois que quelqu'un de son envergure bien rappeler un petit peu ça et prennent le temps de dire ouais franchement le court-métrage c'est important. Ensuite évidemment il a parlé de Roger Corman qui nous a quitté malheureusement il y a de cela 2-3 semaines, c'est vraiment très très récent. Roger Corman c'est quelqu'un qui a lancé mais plein de types à Hollywood, du coup Coppola, Cameron, Joe Dante, je peux malheureusement pas tous féliciter mais c'est vraiment un immense monument qui avait genre pour le tournage il te disait voici 150 000 dollars, tu as un mois et tu fais le film que tu veux, tu as une liberté totale. Et c'est un petit peu plus ou moins à ce moment-là que le nouvel Hollywood est né. Donc vraiment, il y avait cette forme d'art et de liberté que George Lucas a adoré. Et il a dit que bah, Roger Corman, ça fait partie des très grandes rencontres de sa vie. Et c'est vrai. Et voilà, c'est pas l'homme le plus connu de l'histoire du cinéma. Il est connu, hein, il a quand même un nom très implanté. Mais voilà, ça aussi c'est important à rappeler. Sur American Graffiti, comme je vous ai dit, il est pas mal resté là-dessus. Il a expliqué qu'il avait fait quand même pas mal un coup de poker en disant que c'est un film qui était sorti au mois d'août. Et il nous a dit, au mois d'août, tu fais pas d'entrée. Ils ont fait ça dans 55 salles. Et finalement, au fur et à mesure, il y a eu un succès, un bouche à oreille inattendu. Et alors, je crois que c'est bien ce que j'ai compris, que le film avait rapporté au total 100 millions de dollars. Et c'est comme ça que ça a pu débloquer des fonds pour Star Wars, etc. etc. Mais le fait qu'il parle autant d'American Graffiti, c'était cool parce que déjà, ça montre que avant Star Wars, il y avait quelque chose. Et aussi que des fois, des coups de poker, ça peut arriver que un film n'est jamais défini que par rapport à sa sortie, mais que le public a le pouvoir de faire d'un film un succès et de permettre à son réalisateur et auteur de pouvoir continuer à faire des films. Donc, bon, je sais que c'est pas ça qu'il a voulu dire, mais c'est cool de voir des films en salle et c'est encore mieux d'en parler parce que ça permet, si le film est bon, de lui offrir la possibilité de fonctionner et donc à la personne qui est derrière le film de pouvoir en continuer à en faire. Je sais que c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. Ensuite, il y a aussi autre chose. Ça, c'était dans la assez chouette vidéo qui résumait un petit peu sa vie et son parcours. Il disait que pour faire un film, il donnait un conseil, c'était la persévérance. Même si t'as pas d'argent, le secret pour réussir à ce qu'un film sorte, c'est la persévérance. Bon, alors je suis plus ou moins d'accord, c'est que oui, effectivement. Après, il y a quand même pas mal le truc du syndrome du survivant, parce que je pense ça veut dire, c'est pas parce que tu persistes que tu vas forcément faire un film. Par contre, effectivement, si tu as réussi à faire un film, c'est aussi peut-être parce que par derrière, tu as persisté. Mais c'est pas parce que tu vas avoir la persévérance que tu vas aller jusqu'au bout de ta chose. C'est aussi la méritocratie. La méritocratie, ça veut dire que ton succès est un mérite, alors qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a le hasard, il y a la classe sociale, il y a les rencontres, etc. Bref. Mais en enlevant ça, oui, c'est vrai que c'est cool de se dire que cet homme qui a mis des années à ce que Star Wars puisse se faire et qu'on connaît le succès, bah ouais, effectivement, quelqu'un qui te dit, bon, bah, tu vas en chier, mais au moins si tu as la persévérance et aussi si tu as la passion, ce qui va te permettre d'avoir cette persévérance, tu pourrais avoir la possibilité de faire des films.
encore, c'est quelque chose de très revigorant. Et enfin, je vais finir là-dessus. Comme je vous ai dit, je ne relève que les choses qui je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant. Il parlait de la musique. Déjà, il parlait que pour Star Wars, son inspiration, c'était Pierre et le Loup. Ok, d'accord, je n'étais pas du tout au courant. Mais il expliquait que la force émotionnelle d'un film vient par 50% de la musique. Bon, c'est une stat comme ça qu'il a sorti, c'est venant de lui. Mais c'est vrai qu'il disait que la musique était très importante dans un film. Et il disait, et en plus, alors que ça a une telle importance en termes d'émotion et en termes de répercussions à travers ton film, et pourtant, c'est un truc qui coûte pas que dalle, mais qui est clairement un des trucs les moins chers sur lequel tu peux investir quand tu fais un film. Et donc là aussi, c'est cool de dire, bah tiens, voilà, la musique, les compositeurs, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant, comme tous les métiers du cinéma. Mais c'est vrai que là encore, à part quelques noms, bon, forcément, John Williams, mais voilà, de se dire que il n'y a pas qu'un réalisateur, il n'y a pas qu'un directeur de la photo, ni un scénariste et des acteurs, il y a aussi un compositeur qui vient enrichir tout l'univers d'un film. Et voilà, quand le temps que George Lucas arrive, il y avait à fond la musique de Star Wars. Bon, c'était quelque chose de revigorant, vivifiant, et qui te mettait la pêche. Donc voilà, juste pour dire que la musique, ça reste quand même important. Voilà, ça c'était un petit peu pour faire un petit tour de ce qui a été dit. Comme je vous ai dit, il y a de très fortes chances que ça sorte sur YouTube dans les jours qui arrivent. Voilà, je l'ai déjà dit, mais voir Lucas d'œuvrer à quelques mètres, évidemment, ça fait quelque chose. Même si j'ai découvert Star Wars un peu sur le tard, au milieu de mon adolescence, bon, bah, voilà, c'est quelque chose qui a bercé la jeunesse, l'adolescence de nos parents. Nos grands-parents ont connu ça, donc voilà, c'est quelque chose de dire, ce type a traversé les générations, a marqué d'une marque indélébile l'histoire du cinéma. Bon, voilà. Et nous allons revenir sur l'animation avec le dernier film en compétition présenté au Festival de Cannes. Vraiment les derniers films. Bon, voilà, on sait très bien que, voilà, on vient d'avoir quasiment 2 semaines de compétition, une vingtaine de films. Bon, voilà, le jury a commencé déjà à faire son palmarès. Voilà, donc bon, le petit film là, on te regarde, tu fais quoi? C'est film d'animation 1h20, c'est Michel Hazanavicius. Bon, eh ben mes amis, quel film! Quel film! Je vous parle donc de La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, son premier film d'animation, de ce que m'a dit une amie Margot que j'embrasse de Cinéverse, voilà, qui a fait un boulot monstrueux, elle et toute la team, hein, je les embrasse. C'est un film qu'il voulait faire depuis des années. J'en ai entendu parler récemment parce que Occitanie Film y a participé et ici Occitanie représente. Et quand tu vois le film, tu te dis ah oui d'accord, ok, je comprends. C'est un film, c'est pas un spoil, hein, c'est un film qui va parler de la Shoah. C'est dès le générique de début, tu vois qu'il est en collaboration avec le Mémorial de la Shoah. Et forcément, tu te doutes qu'avec un tel sujet, ça va pas être un film qui va être simple à voir. Et effectivement, c'est un film qui a mis une clim à tout le monde. C'est que on l'a tous vu, enfin tous les journalistes et toutes les personnes qui l'ont vu se sont dit ah d'accord, ok. C'est un film qui marque par rapport au sujet dont il veut traiter, forcément parce que ça te raconte l'histoire d'un couple de bûcherons qui vont récupérer un enfant qui est jeté d'un train parce que ce train il va à Auschwitz et qu'il y a plein de juifs à l'intérieur et tu te doutes que c'est la famille qui s'est dit bon pour sauver notre gosse, on va le faire, on va le jeter par derrière l'autre. Il y a un truc qui m'a surpris dans le film, c'est dans le générique au tout début, il y a écrit personnage écrit et dessiné par Michel Hazanavicius. En fait, c'est ça qui est agréable de se dire que c'est pas juste un simple réalisateur qui a voulu passer par l'animation parce que voilà, vas-y, j'ai envie de toucher un petit peu à cette forme. C'est quelqu'un qui s'est vraiment investi jusqu'au point d'aller dessiner les personnages et c'est assez agréable et puis ça donne un vrai cachet donc parce que le film m'a fait penser par instant un petit peu à Vals avec Balchir, tant au niveau du sérieux du sujet que de l'animation par derrière qui est très marquée et un petit peu pas saccadée mais tu sens les mouvements, tu sens les déplacements et c'est vrai que là à travers ce film, à travers l'animation, vraiment c'est quelque chose que tu ressens et qui me fait penser instantanément comme je vous ai dit à Vals avec Balchir qui va à part au détour d'une scène ne jamais aborder la Shoah de manière directe, il va quand même te montrer l'attention, le contexte dans lequel étaient les gens qui vivaient à cette époque, face à quelle monstruosité ils avaient lieu, non seulement celle des nazis aussi, mais celle des collabos, et qui sont prêts à aller jusqu'à tuer le plus innocent des êtres, juste à cause d'une idéologie nauséabonde. Et puis,
il y a quand même certains passages qui sont glaçants. Comme je vous ai dit, il y a le passage sur la Shoah. Il y a un moment où t'as des plans de frissons qui sont vraiment là les plus dessinés. C'est limite une esquisse avec des visages déformés, sans yeux, d'une noirceur. Et c'est quelque chose qui te met profondément mal parce que ça te rappelle que ça a existé. Tu es littéralement face à l'horreur. C'est un film très pesant, très lourd et qui ne fait vraiment pas de cadeau, que ce soit tant au niveau des personnages qu'au niveau des actions qu'ils vont rencontrer. D'autant plus que le film se passe constamment en hiver, donc tu as vraiment une ambiance glaciale accompagnée par la musique de Desplat. Alors, il n'est pas en train de faire une musique vraiment de... comment dire, c'est une musique qui vient surtout appuyer le propos. Il y a une scène notamment où je trouve que là, par contre, il vient surappuyer, on est en plein dans le pathos. C'est un moment où un homme va se regarder à travers un miroir et le film va insister, va être très lourd au niveau de sa mise en scène. Ça me dérange parce que je trouvais que jusqu'auparavant, le film arrivait à montrer sans trop appuyer et là, sur cette scène, il y va beaucoup trop. Mais non, voilà, c'est vraiment un film qui te glace et qui te prend du début à la fin. Il dure 1h20, tu les vois absolument pas passer. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, oui, deux choses. C'est au niveau de son message. Malheureusement, oui, c'est un message qui est convenu, comme certains peuvent le dire, mais malheureusement, c'est un message que certains n'ont pas l'air d'avoir compris. Donc c'est important de pouvoir rappeler que, oui, si, quand même, la guerre, c'est quand même bien de la merde, la discrimination aussi, et qu'il faut quand même plutôt s'entraider. Tiens, ça rappelle un petit peu ce qu'on se disait avec Flo. Et puis, je sais pas si c'est moi qui fais une surinterprétation, mais il y a un message qui m'a plu, qui laissait sous-entendre qu'il faut plus croire au matériel qu'à l'immatériel. Au détour d'une scène, on comprend que la survie de certains passe plus à travers les humains, qu'ils soient bons ou mauvais, mais qui, au détour d'un acte, vont plus sauver de personnes, que face à des entités ou à des forces supérieures qui ne daignent pas d'être présents. Alors, le film ne va pas être aussi frontal que ce que je viens de dire, il va plus le représenter à travers un personnage et sa questionnement autour de la foi. Mais je me dis, waouh putain, franchement, c'est déjà le message est fort, mais en plus, le recontextualiser dans cette époque-là, ça a fait quelque chose d'encore plus fort. Donc voilà, c'est un film très fort, dur à voir. Clairement, c'est le genre de film qui te prouve que effectivement l'animation, non, c'est clairement pas que pour les gosses. Tu montres ça à ton gamin, il va être bien traumatisé, déjà que toi tu vas l'être. Et puis, il y a ce soupçon de questionnement, d'athéisme qui vient un petit peu être abordé durant le film, que je trouve pas inintéressant et même plutôt pertinent à travers le contexte et le sujet qui vient d'être abordé. Donc, non, franchement, un bien bon moment. Bravo Michel. Content que du coup le film ait pu être sorti. Et il y a moyen que Julie puisse vous en reparler parce que c'est un film qui va être présenté à Annecy, comme le troisième film d'animation dont je viens de vous parler. Ce sont 3 films d'animation qui vont être à Annecy, donc risque d'y avoir des doublettes. Nous allons continuer avec le très attendu envie et pronostic du palmarès de cette 77e édition du Festival de Cannes. Vu que nous sommes l'avant-dernier jour, ce soir, au moment où vous allez écouter, si vous l'écoutez dès le début, ce soir il y aura le palmarès de cette 77e édition du Festival de Cannes et comme chaque année, on va se prêter un petit peu au jeu des pronostics, sachant que nous, on fait ça genre bon joueur, c'est-à-dire que on le fait avant de connaître les équipes des films qui vont être rappelés. Parce que bon voilà, il y a certains journalistes, bon, j'avoue, moi l'année dernière j'ai fait pareil, qui vous donnent les pronostics une fois qu'ils savent quelle équipe va être rappelée. Du coup, c'est un petit peu plus simple. Nous, on fait ça un petit peu les yeux fermés. Donc, tout d'abord, je vais vous dire les films que je n'ai pas vus. Comme ça vous donne un ordre d'idée des films que je peux pas mettre dans mes envies. Alors, je n'ai pas vu 3 km jusqu'à la fin du monde de Parvu, Grand Tour de Miguel Gomez, Les graines du figuier sauvage de Rasoulov et Code by the Tide de Zia Zanke. Donc ça, c'est les 4 films que j'ai pas vus, sachant que dans la journée, je vais en rattraper au moins un des 4, à voir de ce que je pourrais. Il m'en manque pas mal. Il manque le Rasoulov, il me manque Bird, il me manque Anora, et il manque le Capadia aussi. Et après le reste, peut-être le Parvu, et puis c'est tout. Alors, il me manque Kinds of Kindness,
Caught by Tides, The Seed of the Sacred Feed, The Substance et Limonov. Il me manque de la compétition Megalopolis, malheureusement, de Francis Ford Coppola, et le film français qui s'appelle Diamant Brut. Donc, je vais faire un petit peu dans l'ordre qui va être annoncé, en commençant par mes envies, ensuite en disant, à mon avis, qu'est-ce qu'il va l'avoir. Alors, on commence tout d'abord par la Caméra d'Or. J'avais vu que 2 films dans cette sélection, et sur les 2, il y en a un que j'aime pas, à savoir Diamant Brut. Donc, je cite un peu par défaut Simone della Montagna, sachant que je trouve que c'est un film très mignon. Après, de là à ce qu'il gagne une Caméra d'Or, je ne suis pas sûr. Et j'avoue, je ne sais pas qui c'est qui peut l'avoir. Donc, je dis un peu par défaut, parmi les retours que j'ai eus, je vais citer Les Fantômes. À voir s'il aura ou pas. Moi, mon envie, à la limite, ce serait Le Procès du chien, parce que c'est un des seuls que j'ai vu, et je me dis, bon, allez, c'est rigolo, c'est touchant, et ça a le mérite d'être une comédie avec beaucoup d'émotions. Et en prono, moi je dirais Nora, parce qu'elle a été récompensée là à certains regards en mention spéciale justement, et il y a des affiches un peu partout dans Cannes, donc j'ai l'impression que le film fait parler, donc pourquoi pas. Alors, j'en ai pas vu énormément, c'est terrible, hein. Mais de la liste que j'ai vue, il y avait du coup Sister Midnight qui était à la 15e des réalisateurs, qui est voilà un petit comédie noire féministe sur aussi la situation des femmes en Inde, le couple, etc. Et je trouvais ça très très chouette. Donc ce serait mon envie, on va dire. Et en prono, écoute, je me base sur ce qui a été dit sur Twitter, je pense comme beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de bons retours sur Gazer, qui était aussi à la 15e, sorte de revenge movie qui virait un peu en horreur. Je ne sais pas tous les détails, mais j'ai vu beaucoup de bons retours là-dessus, donc je me dis pourquoi pas. J'ai une Caméra d'Or et elle se trouve à la semaine de la critique. C'est Julie Kipket de Leonardo Van Dijl. Mais parce que je trouve que le sujet est important et pas souvent bien traité dans un cinéma comme celui-là, surtout à travers un premier film. Et là, je trouve que c'est remarquable et l'actrice principale est exceptionnelle. En pronostic, franchement, je dirais la même chose. Ouais. Au niveau de l'interprétation féminine, alors j'avais quelques dates, j'avais quelques personnes en tête, j'avais notamment sur Emilia Pérez, j'avais de Anora, et aussi celle que j'avais pendant très longtemps, c'était La Jeune Fille à l'aiguille. Mais bon, voilà, si je suis honnête avec moi, c'est l'actrice principale dans Anora, donc Mickey Madison, qui je trouve est une révélation, qui brille durant tout le film. Moi j'ai trouvé ça absolument merveilleux, donc ouais, franchement, c'est surtout elle que je retiens, c'est pour moi celle qui le mériterait le plus. Et à mon avis, ils vont la remettre à Caria Sophia Maxson d'Emilia Pérez, ce qui serait mérité. Et en plus, ça serait couplé d'un message assez fort sur la représentation des actrices trans au cinéma. En envie d'interprétation féminine, je dirais Mallory Vanek dans L'Amour fou, qui interprète Adaïsa Popoulos jeune, parce qu'elle le mérite et qu'elle a rien gagné au César, et donc déjà là c'était honteux. Et en prono, je dirais Kani Kusruti, c'est celle du Capadia. Je me dis à la limite, si quitte à récompenser le Capadia, peut-être récompenser l'actrice principale. Alors, interprétation féminine en envie, moi, ce sera Mickey Madison dans Anora, parce qu'elle est fabuleuse, parce qu'elle est rayonnante, parce que c'est un rôle très complexe et elle le fait très très bien. Et en pronostic, moi, j'ai mis Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, parce que déjà de 1, ce serait mérité, de 2, ce serait évidemment à portée politique aussi, donc pourquoi pas. Mon envie, interprétation féminine, c'est très simple, ça va aller directement à Mickey Madison pour Anora, parce qu'elle est exceptionnelle et que c'est un film que j'ai hâte de revoir parce qu'elle m'a beaucoup touché. Elle est incroyable, elle dégage un jeu de comédie qui est irrésistible entre humour, sexy et très touché par son interprétation, tout simplement. En prono, la même. Au niveau de l'interprétation masculine cette fois, alors c'était un petit débat avec mes colocs, est-ce qu'on peut compter quelqu'un qui n'est pas en rôle principal ? On va dire que oui, et du coup pour moi il y en a un qui surpasse absolument tout le monde, c'est quand même Jeremy Strong dans The Apprentice, qui a une présence absolument fabuleuse et qui marque vraiment du début à la fin, c'est celui qui joue le mieux, qui est le parfait dans le film. Impossible de ne pas le retenir, donc pour moi c'est lui, même si c'est vrai j'ai beaucoup pensé à Richard Gere, notamment pour Au Canada. Et à mon avis, le jury va prendre la solution de la facilité, on va dire, Ben Whishaw pour Limonov,
qui ne le démérite clairement pas, mais je trouve que c'est clairement pas la même interprétation, le même niveau que les deux autres, ce qu'ils ont pu faire. En interprétation masculine, en envie, je dirais Richard Gere pour Au Canada. Parce que il porte le film, quoi, littéralement. Et en prono, je l'ai pas vu. Ah, et donc là, ça fait partie aussi des ceux que j'ai pas vu, le Lantimos. Mais bon, tout le monde parle de Jesse Plemons, donc je me dis, bon, pourquoi pas non plus. Interprétation masculine, ce sera très simple parce que mon envie et mon pronostic, c'est le même. Parce qu'au final, de ce qui m'a marqué, ça sera Richard Gere dans Au Canada. Voilà, parce que j'ai pas vu. Après, j'ai beaucoup entendu parler de Jesse Plemons dans Kinds of Kindness notamment, mais bon, moi je reste sur Richard Gere parce que je trouve qu'il donne vraiment corps à ce personnage et il le fait avec beaucoup de délicatesse. Alors, interprétation masculine, mon envie, ça va pour Richard Gere, pour Au Canada, parce qu'il est juste fabuleux dans son rôle, qu'il a jamais été aussi bon depuis des années, un peu dans le même style que Demi Moore, quoi. J'aurais pu la mettre aussi Demi Moore, vous voyez, pour l'actrice, mais non, Richard Gere est incroyable. Moi, il m'a beaucoup touché, et puis bon, je pense que être dirigé par Paul Schrader, ça aide beaucoup. En prono, à mon avis, Ben Whishaw, voilà, Ben Whishaw, je pense que il a sa place, mais je pouvais pas le mettre parce que c'est pas un personnage assez aimable pour le mériter. Au niveau de la mise en scène, je vous ai parlé de Au Canada. On en avait parlé avec John quand on avait fait l'émission dessus. Et ouais, je trouve que Au Canada a une mise en scène vraiment sobre, mais en même temps très efficace, et qu'il y a des idées, notamment comment il va jouer avec le passé de Richard Gere, notamment à travers les différents rôles, quand Richard Gere joue son propre rôle de lui dans le passé, comment il joue avec la couleur, avec le ratio d'image. Et aussi tout ce message et cette théorisation du médium cinématographique. Bref, je trouve que c'est le film le mieux mis en scène, en tout cas avec la mise en scène la plus intelligente et la plus pertinente. Donc pour moi, ça serait vraiment à lui qu'il faudrait le remettre. Concernant le jury, je pense que The Substance ne sera pas dans le haut du top. Donc ça va se retrouver ici. En fait, je pense que c'est The Substance qui va avoir le prix de la mise en scène, ce qui, j'adore le film, ne serait pas mérité. Clairement, je trouve que la mise en scène est beaucoup trop criarde pour être récompensée. Mais voilà, je vois bien un prix de la mise en scène pour The Substance. Alors, j'ai juste oublié de préciser, ça se peut qu'il y a plusieurs films qui sont dans mes envies, pronos, etc. Parce que comme je suis un peu limité au niveau des films de la compète, et en même temps je me dis, bon, quitte à en mettre 2 fois le même film dans 2 catégories différentes, au moins il y en a peut-être un qui sera bon. Mais du coup, en mise en scène, mon envie, ça serait Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Parce qu'il y a quand même une folie dans la mise en scène qui vaut le coup d'œil. En prix du jury, pour le jury, je dirais que c'est The Substance, parce qu'il mérite quand même sa petite récompense, et notamment dans la mise en scène qui est très pulp et pop. Alors, prix de la mise en scène, j'ai longtemps réfléchi, et moi, alors je vais mettre Grand Tour de Miguel Gomez, parce que c'est de tous les films de la compétition, je trouve que c'est celui qui se démarque peut-être le plus. Voilà, c'est 3/4 du film en noir et blanc. Même 99% du film en noir et blanc, c'est très très poétique. Voilà, c'est très imagé à chaque fois, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être un pari osé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué. Et en pronostic, écoute, je partirais sur L'amour ouf. Même si moi je n'aime pas cette mise en scène, je dois y reconnaître quand même un geste et une générosité de cinéma qu'il n'y a pas dans tous les films qu'on a eu cette année. Et je me dis, pareil, pourquoi pas, parce que c'est le reproche qu'on fait, c'est très généreux, peut-être trop généreux. Je me dis peut-être que ça pourrait fonctionner. Ça me paraît pas si déconnant que ça. Alors, le prix de la mise en scène, moi je le décerne à Limonov, The Ballad de Kirill Serebrennikov, parce que même si je trouve que c'est pas le plus grand film de Kirill, ce qu'il produit en mise en scène, et puis pour ses films précédents, je pense qu'il est grand temps de récompenser ce réalisateur russe, phare de Cannes, déjà pour lui donner envie de revenir l'année prochaine avec son prochain film qu'il a déjà tourné et qui est déjà en boîte, mais parce que le monsieur manie le plan en séquence de manière virevoltante, quoi. Il y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville. En prono, je dirais aussi Kirill Serebrennikov. Comme dit, il est grand temps de le célébrer. Au niveau du scénario, c'est là où ça pêche un petit peu, c'est que je n'ai aucune idée. Parce que vraiment, et même personnellement, je n'ai aucun scénario qui me donne plus envie que ça de récompenser. Mais à force de réfléchir, je me dis, bon allez, il y en a un,
je me dis, vu que le récit est ambitieux, sachant que, comme je vous ai dit, il y a 3 films que j'ai pas vus, mais vu que le récit est ambitieux et qu'il y a une représentation que j'aime bien, bah, pourquoi pas Emilia Pérez. Et à mon avis, le jury, ben, potentiellement 3 km jusqu'à la fin du monde, parce que au niveau des sujets que ça aborde et de ce que j'ai cru comprendre de comment c'est raconté, ça peut marquer. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu le film. En envie du prix des scénarios, je mettrais par contre là Au Canada de Schrader, parce que je trouve que l'adaptation, le fait que ça soit adapté d'un bouquin et qu'il a réussi à se réinterpréter pour sa propre filmographie assez intéressante. Sinon, le jury, je dirais qu'il la donnerait peut-être à la plus précieuse des marchandises de Hazanavicius, qui arrive à virer dans l'horreur assez rapidement et d'une manière très subtile et assez douce. Alors, prix du scénario, mon envie, ce serait Au Canada, parce que je trouve ça très touchant, parce que pour Richard Gere, mais aussi, de toute façon, toute la carrière de tous les films de Paul Schrader, ça résonne à chaque fois, tous les films résonnent entre eux, et je trouve que c'est une très belle continuité, donc moi, j'aimerais beaucoup que ce soit celui-là. Et sinon, en pronostic, alors je me prononce sans l'avoir vu, mais j'aurais dit Caught by Tides. Donc, parce que de ce que j'ai lu, voilà, c'est une très grosse fresque de plus de 2 heures sur la Chine pendant le Covid notamment, etc. Donc je me dis que ça peut parler aussi, ça peut être intéressant d'avoir un film récompensé qui fait un constat d'un pays. Le prix du scénario, ça va revenir à Bird d'André Arnold. Ça a été un choix compliqué parce que ça aurait pu être plusieurs films, ça aurait pu être Au Canada de Paul Schrader parce que je trouve que c'est magnifiquement écrit. Bird, c'est le best-of d'André Arnold. Toutes ses envies, toutes ses passions dans son cinéma se ressentent dans ce dernier film. Et je pense que ça serait justice que de lui rendre hommage par le scénario en fait. Et en prono, je me dirigerais plus par Paul Schrader. Pour Au Canada, évidemment. Allez, on rentre dans le top 3 avec le prix du jury. Et le prix du jury, c'est le dernier film que j'ai vu, celui dont je viens de vous parler, c'est La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Parce que c'est un film que j'ai trouvé aussi doux que fort. Et de toute façon, je viens de vous en parler juste avant. Mais voilà, pour moi, une super surprise et un des films les plus marquants de cette sélection. Et à mon avis, concernant le jury, ça risque d'être All We Imagine As Light. Comme je vous ai dit, je l'ai vu hier, mais c'est pas que j'ai dormi devant, c'est que franchement, je n'ai rien retenu. Mais je sais que le film a eu de bons retours, donc pourquoi pas le jury le récompenser. En prix du jury, alors mon envie, ce serait un ex-aequo. J'aimerais bien avoir Megalopolis opposé à Emilia Pérez, qui sont 2 propositions de cinéma qui sont très audacieuses et assez bizarres justement, donc ce qui fait que les deux iraient bien ensemble. Après pour le prix du jury, façon jury, pareil, ce serait un ex-aequo et je dirais que ce serait un peu les 2 favoris de la compétition, mais qui méritent pas d'aller plus haut. Mais qu'on en a suffisamment parlé pour qu'ils soient à ce niveau-là, qui serait, je pense, Bird et Anora. Voilà. Alors, prix du jury. De toute façon, sur les 3 derniers, la prix du jury, Grand Prix et Palme d'Or, c'est toujours chiant à choisir. Mais alors, prix du jury, moi, je mettrais Emilia Pérez pour la générosité du film, pour le message, pour ce qu'il est, pour tous les éléments qui, séparément, ne vont pas ensemble. Et il arrive quand même à faire un truc qui se tient du début à la fin. Et en pronostic, écoute, je mettrais La plus précieuse des marchandises. Même si moi, j'ai pas tellement apprécié le film, le sujet est important, il est plutôt bien traité. Et pareil, de ce que j'ai vu des retours, c'est quand même quelque chose qui semble avoir marqué, donc partons là-dessus. Alors, le prix du jury, c'est un film récent que j'ai découvert pas plus tard que jeudi soir. C'est le film de Payal Kapadia, All We Imagine As Light, si je le prononce bien en anglais, avec mon anglais très médiocre. C'est un film merveilleux, on peut appeler ça presque un premier film, parce que le premier film qu'elle a fait, c'était un documentaire, donc là c'est son deuxième, entre guillemets, mais c'est d'une écriture et d'une douceur incommensurable. C'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, après toutes les choses qu'on a pu voir durant ce festival, et c'est un film très touchant, très beau, et assez universel, et je trouve que ça représente Mumbai d'une manière assez fantastique. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la ville en l'espace de 2 heures. J'espère aussi Payal Kapadia. On monte encore d'un cran et le Grand Prix, pour moi, mon envie et mon pronostic, c'est la même chose. C'est Bird d'André Arnold, parce que le film est super et que je vois pas le film repartir sans rien.
et je le vois pas plus haut ni plus bas. Donc voilà, Grand Prix, en plus c'est un de ses meilleurs à Andrea Arnold. Ça serait super de la récompenser à peu près de la même manière qu'ils avaient fait avec An American Honey. Donc voilà, pour un film si doux, franchement ça serait mérité. En Grand Prix, alors moi, mon perso, ça serait The Substance, pour éviter de faire la Palme d'Or à la Titane, mais en moins, qui est un Grand Prix, comme, comme c'est dit. Sinon, pour le jury, je pense un truc comme le Capadia, là, All We Imagine As Light. Ça irait plutôt bien à ce niveau-là. Alors, ma préférence à moi, ce sera All We Imagine, All We Imagine As Light. Compliqué les titres le soir. De Capadia, parce que moi, il m'a touché pour son portrait sur la société indienne, sur le portrait des femmes, la douceur qu'elle y met. Et en pronostic, je dirais écoute The Substance. Je ne l'ai pas encore vu, je vois les retours dithyrambiques. Je pense pas que ça partira forcément sur une palme d'or, mais je me dis quitte à lui donner un prix, on pourrait lui donner le Grand Prix. Mon Grand Prix, mon Grand Prix a été pendant longtemps ma palme d'or. Ça a été The Substance de Corinne Forget, qui a été la claque pour l'avoir vu 2 fois, avoir eu cette chance. C'est un film incroyable qui va faire date, et je pense que tout le monde se rappellera le jour où on était quand on a vu le film. Moi, je m'en rappelle en tout cas, et c'est un film qui va laisser des traces et qui va rester sûrement très haut dans mon top de la fin de l'année, parce que c'est un film d'une force et d'un courage assez fou. Et en prono, je dirais, je vois bien Audiard. Voilà, je vois bien donc Emilia Pérez d'Audiard. Et enfin la palme, bon vous l'avez compris, j'en parle depuis quelques jours, c'est The Substance pour ma part, parce que j'ai pris un pied monumental, parce que je trouve le film absolument fou et que c'est un futur film culte qui envoie tout chier, tout valdinguer, et que je trouve le film fabuleux, donc voilà, ça serait incroyable. Mais, et je vais suivre la tendance qui se dit à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu, mais tout le monde dit que finalement les graines du figuier sauvage de Rassoulov, ça, c'est incroyable et que ça mérite entièrement la palme. Donc pourquoi pas, allez, je prédis que ce sera à lui la palme. Alors ma palme d'or perso, ça serait La plus PSS des marchandises de Hazanavicius. Film d'animation absolument parfait, surtout pour Le Devoir de mémoire, et aussi pour le fait que c'était involontaire au niveau du tournage, mais le fait qu'on a un feu Jean-Louis Trintignant qui nous fait, nous, la morale, nous les vivants, je trouve ça absolument déchirant. Sinon, je pense que la Palme d'Or, vu ce que j'entends parler, même si j'ai pas vu le film, ce serait pour The Seed of the Sacred Fig de Rassoulov, qui, de ce que j'entends du film, a l'air exceptionnel, et en même temps pour la portée politique aussi. Pour moi, Palme d'Or, alors, petite palme personnelle, ce serait Anora, évidemment. Parce que c'est mon gros coup de cœur, parce que j'adore le cinéma de Sean Baker, et il continue très bien dans sa lancée de son portrait de l'Amérique. Et en pronostic, je pense qu'on a pu voir tout le Twitter se retourner, se déchaîner à quelques jours de la fin. Ce serait à quelques heures de la fin, c'est vrai, de Seed of the Sacred Fig, pardon. Pareil pour la portée politique du film, du réalisateur aussi. Donc voilà. J'ai hâte de le voir celui-là, si je peux. Mais ça, c'est pareil, ce serait pas déconnant d'avoir ça en palme d'or. Je pense que ça serait de toute façon une très belle palme d'or. Le message derrière serait très très beau. Et ma palme d'or que j'ai découvert le dernier jour à 15h, c'était évidemment Les Graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov, parce que ce film est une merveille. J'avais déjà beaucoup d'envie de le voir, parce que c'est un film iranien et que le cinéma iranien a tendance à beaucoup me toucher. Je pense aussi à Leila et ses frères de Saïd Roustahi, qui était sorti il y a 2 ans à Cannes et qui a été mon meilleur film de l'année à ce moment-là. Je pensais pas être pris par ce film, et en fait, si, dès les premières secondes, quoi. Dès que ça commence, on sait dans quoi on rentre. Et dans cette famille, surtout, c'est un film féministe, fort, anti-patriarcat, contre la dictature iranienne. C'est un peu le soulèvement des femmes. Et je pense qu'Anne avait besoin de ça, le soulèvement des femmes. Et ça rend justice à toutes les atrocités qu'on a pu voir envers les femmes durant ce festival. Franchement, j'ai eu des tonnes d'émotions, et en plus la particularité de ce film, sans en dévoiler beaucoup plus, c'est qu'il a un mélange des genres d'une habileté incroyable. Voilà, retenez bien ce nom, Mohamed Rassoulov, parce que je pense
que tout le monde crie à la Palme d'Or depuis aujourd'hui, mais je pense que c'est assez légitime. Il est temps de récompenser le cinéma iranien pour ce qu'il nous donne depuis des années, avec lui, avec Saïd Rostahi, avec Jafar Panahi, père et fils. Il est grand temps que le cinéma iranien soit juste reconnu comme il se doit. Et ben le prono, ça sera pour Rasoulov aussi. Voilà. Voilà, c'est fini pour ma part. Maintenant, je vais vous laisser avec mes colocs qui, eux, vont vous dire un à un, ou alors je verrai au montage comment je me débrouillerai avec ceci. En attendant que l'on revienne, eh bien, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui de ne pas mettre Substance en Palme d'Or. Allez, des gros bisous et à demain pour la dernière. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.